Radio Ultra, épisode 6, quelle volumétrie pour un 100 km. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en grande forme en ce lundi. C'est parti, 4 thèmes aujourd'hui. Le premier, c'est comment quantifier sa volumétrie en fonction de la distance de son objectif principal. On verra un premier paradoxe, ensuite une question de mobilisation et enfin on remettra l'église au centre du village sur les plans d'entraînement, la volumétrie en distance et en dénivelé qu'on accumule dans une saison. Deuxième thème, c'est comment choisir ma première course sur une distance que j'ai encore jamais faite. Troisième thème, l'ultra libre après un mois d'existence. Qu'est-ce qu'on a fait et vers quoi on va? Un grand merci. Et quatrième thème, les globules rouges, l'hémolyse, la destruction des globules rouges. Est-ce qu'on en détruit plus quand on fait un marathon ou quand on fait un UTMB? Sur 42 ou sur 160 km? C'est la question à laquelle on répondra en toute fin d'épisode. Alors c'est parti, première question, comment quantifier sa volumétrie en fonction de la distance de son objectif? Et le pas quand on n'a jamais fait, et notamment la question je crois venait de Steph, qui disait je veux faire un 100 km l'année prochaine pour la première fois, quelle volumétrie, quelle distance, quel dénivelé est-ce que je dois faire à l'entraînement, quel est mon plan d'entraînement? Et là, commencer par un paradoxe, c'est-à-dire c'est au moment où on n'a encore jamais fait la distance, qu'on est le plus dans l'incertitude, qu'on a a priori le plus besoin d'un plan d'entraînement, alors que c'est là où on a le moins d'expérience et c'est l'expérience qui va nous permettre d'être hyper efficace pour construire ces plans d'entraînement. Et ça, c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire c'est au moment où j'ai le moins de connaissances pour pouvoir le construire que j'en ai le plus besoin. C'est le paradoxe apparent. Et du coup, ce qu'on va faire souvent, ou la tendance qu'on va avoir, ça va être d'aller piocher un plan d'entraînement qui a fonctionné pour quelqu'un et de se dire, bah du coup, je vais le répliquer. Moi, je vous propose une façon de dépasser ce paradoxe un peu différente. La première chose, c'est de considérer que, en fait, réussir ce 100 km, va falloir que vous le réussissiez, vous, c'est-à-dire votre propre personne, dans votre propre vie et vos propres conditions de vie. Donc plutôt que de prendre un programme extérieur qui a fonctionné sur quelqu'un, etc., sachant que c'est vous, dans votre propre vie, qui allez devoir réussir ça, est-ce que vous ne pouvez pas porter un regard différent sur ce que vous avez déjà réussi? Et du coup, plutôt que d'aller prendre des plans d'entraînement à l'extérieur, ça peut être une bonne source d'inspiration, mais commencez par se dire, moi, chez moi, dans ma pratique de la course à pied, qu'est-ce qui a fonctionné et comment j'ai fonctionné pour me préparer? Donc ma dernière préparation, par exemple, si on dit qu'on veut faire 100 km l'année prochaine et qu'on a déjà fait un 40 km, comment je m'étais préparé à mon 40 km? Sur combien de temps? Qu'est-ce qui avait marché, moins marché? Qu'est-ce que j'avais aimé, pas aimé? Ensuite, quand j'ai couru mon 40 km, comment il s'est passé? Est-ce que j'ai terminé? Est-ce que j'ai pas terminé? Est-ce qu'il s'est bien terminé? Est-ce que sur le paramètre d'alimentation j'étais bien? Est-ce que sur la force j'étais bien? Est-ce que sur la vitesse j'étais bien? Etc. Donc analyser et porter le regard de vous avez déjà une expérience de préparation avec une expérience de course et de réalisation le jour J. Et normalement, si vous analysez ça, vous en tirerez déjà des conclusions et des éléments sur comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui est efficace, comment est-ce que vous avez suivi ou pas une préparation stricte ou plus lâche pendant toute cette phase de préparation. Donc portez un regard différent sur déjà ce que vous avez appris et tirez-en le maximum sur ce que vous avez appris en course à pied de vos expériences passées. Vous ne partez pas de rien et c'est peut-être ce qui s'est déjà passé pour vous qui est la meilleure garantie si ça a fonctionné et que vous y avez pris plaisir à le répéter ou si au contraire vous êtes dégoûté ou vous n'y avez pas pris plaisir à ne surtout pas faire. Et là je vous donne l'exemple d'un coureur avec qui on avait une discussion et qui m'avait dit bah ouais j'ai commencé la course je sais plus à 40 ans j'y prenais beaucoup de plaisir, j'ai couru pendant 1 an puis 2 ans vraiment juste en m'écoutant et en faisant ce qui me plaisait, je prenais ma paire de baskets, j'allais courir et puis un jour je me suis dit tiens je vais prendre un dossard et du coup, je veux faire un 40 km. Et donc là, j'ai commencé à regarder des plans d'entraînement, à me renseigner. J'ai vu qu'il fallait faire du fractionné, etc. Je me suis mis à faire du fractionné, je me suis blessé. Et du coup, j'ai pas fait mon 40 km. Mais je continuais à me dire, bah en fait, dans le plan d'entraînement, il y a écrit ça, donc il faut que je le fasse, etc. Donc en gros, pour lui, tout ce qu'il avait développé, c'était dans une phase où il était naturellement, et voilà comment il courait. C'est ça qui le rendait heureux et qui avait réussi à faire qu'il avait déjà progressé. Et c'est le jour où il s'est dit, tiens, je veux préparer ça, et j'ai utilisé telle méthode, qu'il s'était rendu compte que ça n'avait pas fonctionné. Donc typiquement, on a des éléments à retirer de notre expérience passée. Que ça ait fonctionné ou que ça ait pas fonctionné, sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et notre capacité à faire venir un changement et une préparation dans notre propre vie. Ensuite, c'est mobiliser tout ce qu'il y a en dehors de la course à pied, mais qui est de l'ordre de, bah, du coup, je prépare quelque chose, je me tiens à une rigueur pendant quelques semaines ou quelques mois, que ce soit pour un concours, que ce soit pour un régime alimentaire, que ce soit pour
une phase professionnelle, que ce soit dans d'autres sports, que ce soit en perso, que ce soit en pro, que ce soit en familial, en associatif, en amical, bref, peu importe, il y a forcément des expériences que vous avez, où vous avez mené des projets à moyen terme, où a priori quand vous vous êtes lancé dans le projet, c'était pas gagné, et vous avez dû mettre des ingrédients pour faire en sorte que ça marche. Ces ingrédients, vous les avez appliqués sur vous, dans votre vraie vie, et donc c'est là, encore une fois, regardez non seulement votre expérience de la course, mais aussi votre expérience dans d'autres domaines de la vie, pour savoir comment vous fonctionnez et comment vous arrivez à faire ces transformations ou n'arrivez pas à faire ces transformations, qu'est-ce qui potentiellement peut coincer, mais déjà, vous aurez une lecture différente de ce que vous avez déjà fait et qui a plus de garanties a priori, parce que c'est vous et dans votre propre vie, d'arriver. Et du coup, j'introduis le graphe qu'il y a derrière, en fond du podcast, où on voit que, en gros, on peut passer et être capable de faire ce que j'appelle, on va dire que chaque flèche fait 1 cm. Donc je fais 8 fois 1 cm, donc je suis capable, et j'ai déjà fait dans ma vie 8 fois 1 cm, bah là c'était là j'ai couru mon 40, là j'ai fait tel projet professionnel, là j'avais passé tel examen ou tel concours, là j'ai atteint tel niveau dans tel autre sport, etc., etc. Donc juste la façon dont on va regarder et mettre en cohérence tout ce qu'on a déjà fait et qui a fonctionné va nous donner du coup beaucoup plus d'éléments pour le mettre en cohérence sur un nouveau projet et réussir à aller plus loin. Donc en fait, pour préparer un 100 km, quel est le bon plan d'entraînement ou quelle est la volumétrie et la distance que pour me préparer, peut-être, et la première proposition que je vous fais ici, c'est de porter un œil différent sur ce que vous avez déjà fait et grosso modo réussir à mettre la cohérence et à arranger, plus que de faire plus et toujours faire plus, arranger ce que vous avez déjà fait pour le lire en fonction de tiens, si je me connais et que j'analyse comment je fonctionne et comment j'ai fonctionné jusqu'à maintenant, si je le mets en cohérence, ça me permettra d'aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se rendre compte de tous les leviers qu'on a pour mettre en cohérence ce qu'on fait déjà en fonction de sa pratique. Et là, je fais référence au questionnaire de mardi dernier sur quel autre sport ou quelle autre activité physique est-ce que vous pratiquez en dehors de la course à pied. A priori, sur l'ultra libre, on a tous des envies de plus ou moins allonger les distances et de faire en gros des trails. Donc la finalité, elle est la même. Et pourtant, dans ce questionnaire-là, on voit bien que dans la diversité des réponses, on a tout type de préparation. Que ce soit par exemple, quelqu'un qui va faire que de l'art martial et en plus de la course. Il y en a d'autres, ça va être des sports collectifs et puis de la course. Il y en a d'autres, ça va être un cocktail de sport d'endurance et plus porté, vélo, natation, pour servir l'ultra. Il y en a, ça va être du vélo taf, il y en a, ça va être du yoga, de la méditation, bref, une diversité d'activités, même du fast hiking, une diversité d'activités assez énorme, et pourtant on prépare la même chose. Et du coup, ce que je vous propose là, c'est de voir comment est-ce que ces autres activités, on peut les mettre en cohérence pour les inclure, on va dire, et s'en servir de la meilleure façon possible, sans forcément en faire plus, mais comment est-ce qu'on peut mettre en cohérence tout ça pour sa pratique de l'ultra. Et typiquement, il y a 2 cas de figure, à mon sens, ce que je vous propose. Le premier, c'est de se dire, ok, voilà toutes les activités physiques que je fais. Est-ce que je les fais pour servir mon objectif d'ultra, et c'est ça mon objectif numéro 1, et du coup toutes les activités que je vais faire, je vais les mettre au service de cet ultra, et donc là typiquement c'est par exemple, j'ai la liberté d'organiser toute mon activité physique, et mon objectif ultime c'est de faire un ultra, et du coup j'ai lu à mon avis, c'est bien de faire du renforcement, c'est bien de faire du vélo, c'est bien de faire de la natation, et du coup je vais construire toute mon activité sportive en fonction de je veux faire cet ultra, et je vais mettre mes autres activités connexes au service de ce projet d'ultra. Ou alors, ça peut être un autre cas de figure différent, c'est-à-dire que ce qui prime et la priorité, ça va être sur les autres activités que la course à pied, typiquement parce que, par exemple, vélo taf, pour aller au travail, je fais du vélo, je fais 20 ou 30 km de vélo tous les matins, tous les soirs, et donc ça, c'est mon activité sportive, je ne peux pas, entre guillemets, faire autrement, c'est ça. Ensuite, je sais, et ça fait 15 ans que j'en fais, et puis j'entraîne aussi en art martial, et du coup, au moins 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine, je continue à faire mon art martial parce que ça m'apporte plus, et parce que c'est mon équilibre. Et en 3, il me reste un créneau pour faire du sport, et du coup, j'ai mon objectif d'ultra à l'intérieur de la course, comment est-ce que je vais pratiquer ma course, et qu'est-ce que je vais faire pendant cette séance de course à pied, sachant que j'ai tout le reste, pour maximiser mes chances de réussir mon 100 km l'année d'après.
Donc la deuxième chose, et j'espère qu'on a avancé sur cette question de quelle volumétrie faire pour réussir un 100 km l'année prochaine, mobiliser tout ce qu'on a fait par le passé dans sa vraie vie et sur soi. Deuxième, c'est tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, le mettre en cohérence pour au mieux réussir ce projet d'ultra. On a une variété de choses qu'on peut faire. L'idée, c'est de les mettre en cohérence pour leur donner du sens et qu'elles nous emmènent le plus loin possible vers ce 100 km. Donc, adaptons les choses. Et dans la perspective de prendre un plan d'entraînement, du coup, c'est pas la même chose si vous prenez un plan d'entraînement, mais que en parallèle, vous faites 1 ou 2 séances d'arts martiaux par semaine et puis vous faites du vélo taf, que si vous avez et vous suivez le même plan d'entraînement, vous aurez peut-être l'impression de suivre le même plan d'entraînement, simplement dans le cas où vous ne faites que ça et vous n'avez pas de vélo taf, pas d'art martial, etc., du coup la préparation sera différente, les qualités que vous allez développer sur chacun seront différentes. Donc la deuxième chose, c'est mettons en cohérence toute la totalité des activités physiques qu'on a en fonction de ses contraintes et de ses priorités pour leur donner une cohérence et venir travailler, si ce n'est pas la priorité, en course exclusivement ce qui va nous permettre d'être complémentaires aux autres activités, ou à l'inverse, si notre objectif numéro 1 c'est la course, comment est-ce que mes autres activités, je peux les choisir et les mettre en cohérence avec ma pratique de la course en limitant aussi les interférences. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui viennent entrer en interférence et qui potentiellement sont contre-productifs quand on les met ensemble ou quand on les aligne, que si on ne les faisait pas. Donc limiter les interférences, favoriser les complémentarités pour la technique, pour stress physiologique, stress mécanique, etc. Donc encore une fois, ce graphique, entre tout ce que vous faites et toutes les activités physiques, comment est-ce que vous arrivez à les lier entre elles pour les mettre en cohérence et qu'elles vous portent le plus loin possible, sans forcément faire plus, mais juste en mobilisant différemment. Enfin, dans cette question, troisième façon de voir quelle volumétrie pour arriver à un 100 km, c'est remettre l'église au centre du village. Et c'est plutôt que quand on pose la question et qu'on dit quelle volumétrie, quelle distance, quel kilométrage je vais devoir faire pour réussir mon 100 km. Implicitement, ce qu'on se dit, c'est que ça va être fonction de son kilométrage et de son dénivelé. Or, et du coup, la question, on a l'impression qu'on peut y répondre que par il faut faire tant et tant. Comme si on avait donné la charge de la preuve de devoir se justifier et qu'il n'y avait qu'une seule façon de bien répondre à cette question et qu'une seule voie pour réussir, c'est le nombre de kilomètres et le dénivelé qu'il fallait faire en préparation pour que ça passe le jour J. Or, moi, je voudrais renverser la charge de la preuve, mais bien plutôt dire, en fait, c'est quel plan d'entraînement quel entraînement on peut avoir dans sa vie, quelles possibilités nous donne notre vie. Parce que, encore une fois, on va devoir faire cette transformation dans sa propre vie, sur sa personne. Et donc, du coup, pour moi, c'est beaucoup plus fort de commencer une préparation en se disant, est-ce que je suis un homme, une femme ? D'ailleurs, ça, c'est quelque chose. On va passer un petit moment sur les plans d'entraînement, ce qu'ils disent et ce qu'ils disent pas. La première chose, c'est si on se dit, si je fais tel plan d'entraînement et que je le respecte, le jour J, ça va passer. Il n'y a rien de plus faux. Ce n'est pas une garantie, un plan d'entraînement. Ce n'est pas parce qu'on a fait ça ou ça qu'on va réussir le jour J et que ce sera automatique. Ce n'est pas parce qu'on a fait 60% du plan qu'on réussira à faire 60% le jour J de la course. Non. La deuxième idée qui serait fausse, c'est de se dire, si ça c'est le plan d'entraînement pour faire un 100 km, si je ne le respecte pas, je ne réussirai pas. C'est faux. Et je suis prêt à parier que sur une même ligne de départ dans un ultra, il y a autant de préparation et de volumétrie et de kilométrage différents que d'athlètes qui se présentent sur la ligne de départ. Et si on devait se mettre sur la ligne d'arrivée et même questionner ceux qui abandonnent, quel est votre volume d'entraînement, je suis à peu près certain qu'il n'y aurait pas une corrélation parfaite entre le premier, c'est celui qui s'entraîne le plus en volume et en dénivelé, et le dernier, c'est celui qui s'entraîne le moins. Bien au contraire. Donc, ce qui compte, c'est pas tant la volumétrie, le nombre de kilomètres et le nombre de dénivelés. Ça va dépendre aussi de quel est son objectif. C'est-à-dire qu'il y a 10 100 km différents. Est-ce que c'est un 100 km plat sur route ? Est-ce que c'est un 100 km qui se passe 100% à entre 2000 et 4000 d'altitude
dans des Alpes ou en Himalaya, avec 8000 de D+. Bref, et on l'a vu, et ça je vous conseille la vidéo sur l'analyse, comment faire une course aux Running Stones efficace, et du coup dans laquelle j'analyse tous les résultats des 100 miles en Europe du circuit UTMB 2023. Et on voit que pour une même catégorie de 100 miles, les taux d'abandon, mais aussi le nombre de kilomètres et le dénivelé qu'on doit parcourir pour réussir à faire ces épreuves qui s'appellent toutes pareilles, en fait il est complètement différent. Et on a le taux d'abandon le plus élevé du circuit qui a lieu au Pays de Galles, alors qu'on pourrait se dire l'altitude max sur ce circuit au Pays de Galles, l'Ultra Trail Snowdonia, c'est maximum 1000 ou 1100 mètres d'altitude. Alors que vous prenez un Verbier Saint-Bernard, vous prenez un UTMB, on va à plus de 2000, largement plus de 2000, 2007, 2008. Ben non, là où il y a le plus d'abandon, c'est au Pays de Galles. Parce que du coup, c'est pas l'altitude qui compte, mais c'est l'inclinaison de la pente et la difficulté du terrain. Donc encore une fois, quand vous faites un 100 km, voyez exactement quel type de terrain c'est, quels sont le dénivelé, à quelle période de l'année c'est, est-ce que ça se court de nuit, etc. Le plan d'entraînement, il prend pas ça en compte. Le plan d'entraînement, il prend pas non plus en compte est-ce que vous êtes un homme, est-ce que vous êtes une femme, quel âge avez-vous ? Et ça, du coup, je fais une petite parenthèse sur Guillaume Millet, dans les notes de Ultra Trail, c'est hyper intéressant. Il dit aujourd'hui, on ne sait pas si on sait plutôt que la récupération entre un homme et une femme est différente. Mais on ne sait pas exactement dans quelle proportion et comment. Donc, si on a cette perspective-là, comment est-ce qu'on peut se dire qu'un plan d'entraînement, il va être le même pour un homme et une femme ? Donc, le plan d'entraînement, il ne prend pas en compte si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, quel âge est-ce que vous avez, quelle est votre expérience de la course, quelle est votre expérience du sport en général, quel est votre objectif pour la course que vous préparez et quelle course finalement est-ce que c'est, quelles sont les caractéristiques de cette course-là. Pareil, est-ce que dans le plan d'entraînement, il ne dit pas est-ce que vous devez faire du dénivelé ou pas. Il parle en général soit de pourcentage de fréquence max pour l'intensité, soit de, et c'est le cas pour les plans de la clinique du coureur, de niveau de difficulté que vous mettriez sur une échelle de 1 à 10. Mais du coup, cette échelle même, elle varie pour tout un chacun. Bref, donc il y a plein de paramètres qu'un plan d'entraînement ne va pas donner. Donc à la question, quel est le plan ou la volumétrie pour faire un 100 km ? Moi, je vous proposerai une méthode pour répondre à cette question qui va remettre en perspective la façon dont on y répond. La première, c'est de combien de temps est-ce que vous disposez dans votre semaine pour faire du sport ? Est-ce que c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois ? Tout en ayant une vie équilibrée et les contraintes de la vraie vie. Ensuite, parmi ces séances de sport, lesquelles sont disponibles pour la course ? C'est-à-dire si vous avez 3 fois par semaine du temps pour faire du sport, mais qu'en 1, vous mettez, voilà, je veux faire mon art martial parce que je donne des cours. En 2, j'ai envie et j'ai besoin d'aller avec les copains faire une séance de vélo par semaine. Du coup, il reste qu'une séance de course par semaine. Ensuite, pour cette séance de course, à quoi est-ce que j'ai accès finalement en termes de dénivelé, en termes de météo ? Si j'habite en montagne, par exemple l'hiver, ça va pas être possible. Est-ce que je suis sur du tout plat ? Est-ce que le seul chemin auquel j'ai accès, c'est de la ligne droite le long du canal du Midi, par exemple, donc à peu près plat. Ensuite, donc, dans quelles conditions est-ce que je peux faire ma séance de course effectivement ? Et ensuite, dans cette séance de course, finalement, pour faire un 100 km, ce qui compte, ça ne va pas tant être l'intensité que vous allez vous mettre et le nombre de kilomètres et de dénivelé que vous allez pouvoir encaisser. Ce qui compte avant tout, ça va être d'être capable d'avoir une foulée protectrice qui fait que le jour où je vais tirer le trait, je vais faire une distance que j'ai jamais faite, en fait, je vais pas user un système de course et une foulée qui va craquer à un moment donné où je vais me blesser. La deuxième chose, c'est quelle est ma technique de montée ou de descente. Si typiquement j'ai pas une bonne technique, du coup, si vous n'avez pas une bonne technique, même sur 100 mètres de D+, imaginez sur 5000 le jour J, ça va être entre guillemets extrêmement dur, voire vous condamner. Quelle est votre technique de descente ? Comment est-ce que je mange ? Comment est-ce que je m'hydrate ? Comment est-ce que je gère une nuit ? Comment est-ce que je me couvre, etc. Et donc, pour moi, ça remet en perspective, c'est d'abord et fonctionner en entonnoir, d'abord toutes ces questions-là qui font que on va arriver à, en fait, j'ai que ça pour me préparer, et du coup, qu'est-ce qui devient le plus efficace ? Et là, quand on lit souvent, quand on reprend sous cette perspective-là, la majorité des plans d'entraînement, ils ne sont pas compatibles en termes de nombre de séances ou de possibilités de s'intégrer à ma vraie vie. Et c'est pas grave, c'est juste une façon différente de le faire.
Donc voilà. Et l'autre élément, c'est que souvent on a tendance à se disperser, c'est-à-dire que on va regarder d'un côté sur l'hydratation, ok, qu'est-ce qu'on me dit? C'est ma flèche de 1 cm et sur l'hydratation on me dit ça. Sur l'alimentation on me dit ça et je fais 1 cm. Sur l'intensité de l'entraînement on me dit ça et du coup je vais courir à telle intensité. Sur le type de chaussures qu'il faut avoir, c'est celle-là et du coup je vais prendre telle paire de chaussures. Sur les sports complémentaires, on me dit que, ou ce que je lis sur le renforcement, c'est que ces exercices ils sont bien, etc. Et du coup, on se retrouve avec une collection de sujets sur lesquels on pense que ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, mais en fait on les a pas mis en cohérence. Il n'y a rien qui est bien en soi. Le monde il est pas binaire, c'est pas blanc ou noir. Il n'y a rien qui est bien en soi. C'est plutôt comment est-ce qu'on va les arranger et les mettre en cohérence les uns avec les autres. Donc ça, ce serait une autre partie de ma réponse sur ce plan d'entraînement avant même de se poser la question. Et je voudrais pas qu'en écoutant ça, beaucoup, notamment quand c'est la première fois qu'on va faire une distance, se sentent bloqués parce qu'ils disent du coup j'ai regardé ce plan pour faire un 100 km et il faut 5 sorties par semaine pendant 5 mois. Or moi je peux pas, donc du coup je peux pas faire un 100 km. Et aujourd'hui j'en ai fait que 20, donc si je peux pas faire un 100 km, j'imagine qu'un 40 c'est au moins 4 fois par semaine et je peux pas. Non. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que cet entonnoir pour moi il est encore plus pertinent, a fortiori quand c'est la première fois que vous faites une épreuve, c'est-à-dire quand c'est la première fois que vous allez chercher une distance. Pour moi, le plus important, c'est se concentrer sur chacune des compétences et chacun des ingrédients que je vais avoir. Être capable de courir 1 heure sans que ça me fasse rien. Être capable de manger en courant pendant 1 heure et que ça se passe bien. Ça, c'est votre meilleure garantie que le jour où vous allez ajouter du dénivelé et enchaîner finalement des séquences de 10 km, ça se passe bien. Plutôt que d'aller dans tous les sens et de faire, on va dire, un peu n'importe quoi sur lequel on n'a pas forcément les moyens d'optimiser. Et du coup, finalement, on va être capable d'aller à 8 fois à 1 cm. Mais le jour J, quand on me demande d'aligner ces 8 cm pour aller si loin, on ne sait pas le faire. Donc du coup, voilà, pour moi, une différence entre un plan qui est pour une première distance que quand c'est une répétition d'une distance et où on veut améliorer de la performance. Donc pour moi, parler beaucoup plus d'un set de compétences, de qu'est-ce que c'est avoir une bonne foulée, qu'est-ce que c'est la technique de montée, la technique de descente, la préparation mentale, etc. Quels sont ces ingrédients-là que je découvre pour la première fois, que je vais mettre en marche et en musique la première fois, sur la première fois que je fais ma distance, mon premier 100 km, plutôt que de prendre un entraînement pour optimiser quelque chose qui ne sera pas du même ordre que ce que vous avez fait pour faire un 40. Donc voilà, pour conclure peut-être sur le plan d'entraînement, il n'y a pas de binarité, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas ne prenez jamais de plan d'entraînement ou prenez absolument un plan d'entraînement, c'est beaucoup plus l'usage qu'on en fait. Ce qui compte, c'est pas les cartes, mais c'est ce qu'on en fait. Et donc si vous avez besoin, parce que c'est la lecture que vous faites de toutes les expériences passées où vous avez réussi des projets, où vous avez réussi vos progressions, c'est d'avoir un plan parce que ça vous motive, parce que ça vous rassure, parce que ça vous cadre, tant mieux, et il faut en prendre un. Si en revanche, votre cadre pour accueillir une préparation ne fonctionne pas comme ça, sachez que c'est absolument pas indispensable et qu'on peut se préparer en toute confiance, en toute simplicité, en remettant la préparation dans son cadre. Je dois faire du vélo taf, ensuite j'ai mon art martial et puis j'ai que 1 ou 2 séances par semaine où je peux faire de la course et chez moi c'est plat et pourtant je veux faire un 100 km. Sachez que c'est possible et que pour ça fonctionner potentiellement avec ce système d'entonnoir de combien de temps de séances de sport dans la semaine, qu'est-ce que je peux dédier à la course, dans cette course comment est-ce que je vais développer telle et telle qualité, c'est faire venir dans sa propre vie la pratique de l'ultra et des distances qu'on n'a jamais faites, plutôt que de prendre un plan qui dirait, en gros, la vie pour finir un 100 km, c'est réussir. La vie pour réussir à faire un 100 km, c'est celle-là qu'il faut avoir, et du coup, vous vous transposez là-bas. Non, c'est nous-mêmes, dans notre propre vie, qui allons devoir faire ça, pas se projeter pour quelque chose d'autre. J'espère que c'est plus clair et du moins c'est l'approche qu'on a dans le club et ce que je transmets dans le club par ce parcours de connaissances, en plus d'être ce partage et le fait d'avancer ensemble en 2024 vers nos projets d'ultra, c'est en toute simplicité, vous n'avez pas besoin de montre, vous n'avez pas besoin d'équipement spécial, vous n'avez pas besoin de connaître votre VMA, vous n'avez pas besoin d'y passer 10 heures par semaine, si vous avez juste la volonté de faire un ultra, ensuite on verra comment est-ce qu'on met en place toutes les choses pour réussir à faire son premier jusqu'à potentiellement 160 km et le chemin le plus court dans sa propre vie en fonction de qui vous êtes. C'est ça qu'on apprend dans le club et c'est à ça que sert le club. Bref, pas faire plus mais mobiliser mieux. J'espère que ça vous parle. On parle au deuxième thème. Passe au deuxième thème. Comment choisir ma première course pour une distance encore inconnue. Et
Donc là, c'est une question qui revient. Souvent, justement, on va préparer un peu le grand jour. On sait qu'on veut faire un premier 60 ou un premier 80 ou un premier 100 l'année prochaine. Mais du coup, comment est-ce qu'on choisit cette première course? Là, encore une fois, ça fait partie des incertitudes qu'on peut avoir. Je suis intimement convaincu d'une chose, c'est que ce pourquoi on fait ça, c'est pour se nourrir, pour s'accomplir et pour en découvrir un maximum sur soi en tant que personne. Et donc, pour moi, le haut de la flèche, quand on va faire cette distance inconnue, le haut de la flèche, et elle sera plus haute, fonction de la quantité de l'apprentissage et de la qualité de l'expérience qu'on va vivre. Donc, si on se pose sous ce prisme-là la question de comment est-ce que je choisis ma première course, moi, je vous poserai la question en 1, quelle est l'expérience qui vous fait le plus envie? Première chose, avec qui est-ce que vous avez envie de la partager, cette expérience? Sur le parcours ou à côté du parcours? Est-ce que, avant tout, c'est de faire cette distance avec quelqu'un de votre club, un ami, de l'entourage, une connaissance? Ou est-ce que c'est de faire un projet collectif avec des gens qui vont vous accompagner et qui vont vous voir? Est-ce que c'est mes parents qui seront sur le parcours? Est-ce que c'est mes enfants? Est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est des amis? Etc. Donc, avec quelle expérience collective, si oui, vous en avez envie? Ou est-ce que vous voulez être absolument tout seul et vous choisissez une course dont vous ne parlerez à personne, loin de chez vous, vous ne croiserez personne, parce que c'est ça qui vous fait le plus envie? La deuxième chose, c'est choisir l'endroit. Est-ce que vous voulez retrouver, je vais à l'extrême, des endroits qui vous sont très familiers, là où vous passez tous les jours, mais vous avez envie de le voir par un regard différent, de l'apprécier d'une façon différente, et du coup vous allez choisir le lieu que vous connaissez le mieux. À l'inverse, est-ce que vous voyez ça comme je veux découvrir des paysages, je veux découvrir une région, je veux découvrir une culture complètement différente, c'est ça qui me ferait le plus plaisir, qui me donne le plus envie, et du coup je vais aller à l'étranger, dans un endroit où je suis jamais allé, où je parle même pas la langue, et où du coup je vais avoir un écart culturel qui va me nourrir le plus possible. Donc la première chose, c'est quelle est l'expérience qui vous fait le plus envie, avec qui et où. Ensuite, c'est le ramener à ça dans les contraintes, on va dire, de la vraie vie. C'est-à-dire que si vous choisissez d'aller à l'étranger, est-ce que c'est compatible avec la famille, ou en fait, je sais pas, vous avez 5 enfants en bas âge, a priori, vous ne pouvez pas les laisser plus d'une journée à la personne qui va les garder. Et donc, du coup, vous êtes obligé d'être là. Et il faut que ça rentre dans 24 heures, ce projet-là. Je dis une bêtise. Du coup, quelles sont les contraintes de la vraie vie sur la possibilité d'aller à tel endroit et de se débloquer le temps qu'il faut pour aller le faire? Les finances aussi, potentiellement. Ensuite, vous faites ça, quel est le timing? C'est-à-dire quel est le week-end sur lequel, quand j'enlève tous les week-ends qui sont déjà réservés, les week-ends de vacances, les week-ends où j'ai les enfants, etc., en fait, il me reste que telles et telles options. Donc, 1, quelle est l'expérience qui vous fait le plus envie? 2, passez-les au filtre des contraintes de la vraie vie et voyez ce qu'on peut en faire. 3, il faut choisir à un moment donné une distance et un dénivelé. Et là, pareil, moi je vous dirais, sentez-vous libre. Sentez-vous libre, si c'est dans 4 à 8 mois, n'hésitez pas, et à mon avis, vous pouvez aller jusqu'à 2 ou 3 fois ce que vous avez déjà fait en termes de dénivelé et en termes de distance. La raison pour laquelle je dis ça, c'est juste que j'en pense si ça peut vous libérer sur le projet qui vous fait rêver. Pourquoi? Parce qu'a priori, il n'y a rien qui vous condamne ou qui vous dit que vous allez exploser ou quoi si vous faites plus que simplement très progressivement. Donc libérez-vous et choisissez l'expérience dont vous avez le plus envie. La raison aussi, et le biais avec lequel je vous dis ça, c'est que pour moi, à partir du moment où on s'inscrit et on est sur une ligne de départ, et où on fait le premier mètre, chaque mètre qu'on parcourt en plus, on apprend davantage, et si on apprend sur une situation qu'on a choisie et qui nous fait le plus envie, potentiellement chaque mètre qu'on fait, c'est du kiff en plus, c'est du plaisir, c'est de l'apprentissage, c'est de la croissance, et c'est que de la joie et du bonheur. Même si vous ne le terminez pas, c'est entre guillemets pas grave. Mais ce qui fait qu'on va le terminer et qu'on peut le terminer, à mon sens, c'est parce qu'on va saisir une opportunité de croissance et on va avoir un projet auquel on adhère et qui nous fait rêver. Plus le projet vous fait rêver et plus vous serez capable de faire de kilomètres. Donc c'est aussi ça l'idée de 1, je choisis le projet dont j'ai le plus envie, qui me fait le plus rêver, parce que c'est celui-là pour lequel j'ai le plus de chances de me dépasser et de réunir tous les critères de succès. La deuxième chose, c'est que je vous dis dans 4 à 8 mois. Parce que 4 à 8 mois en général et d'expérience, c'est s'inscrire dans une dynamique. Dans la dynamique où si c'est ce dont vous avez le plus envie maintenant et que c'est entre 4 et 8 mois, c'est à la fois suffisamment proche pour que vous puissiez rester sur cette dynamique et que vous y alliez et vous convertissez l'essai,
Et en plus, c'est suffisamment loin, on va dire, parce qu'il y a quelques mois, pour déjà avoir le temps, on va dire, de progresser, de mettre une vraie préparation en place sur un effort qui est certes complexe, il y a plein de paramètres, il faut quand même les faire, ces kilomètres, mais qui est accessible. Encore une fois, qui est accessible. Et là, je ne vous reciterai pas à nouveau Guillaume Millet, mais faire 160 km avec l'équivalent d'un Everest à gravir, c'est accessible, pourvu qu'on s'y mette quelques heures par semaine de façon régulière et qu'on n'ait pas de conditions physiques invalidantes. Donc ça, 4 à 8 mois, c'est à la fois suffisamment proche pour qu'on reste dans cette dynamique-là, surtout si c'est ce qui nous fait le plus envie et qu'on l'a bien défini et tout, et en même temps, c'est suffisamment loin pour qu'on puisse se préparer, on va dire significativement, à un effort qui est pas incroyable et à la portée de personne, mais qui est quand même, qui nécessite de s'y pencher. Ensuite, construisez votre calendrier de course qui va vous permettre d'arriver jusque-là, avec aussi un rythme pour arriver jusqu'à cette épreuve, on va dire 200 km, et construisez-vous au quotidien en trouvant votre propre méthode. C'est-à-dire trouvez votre propre plan d'entraînement, ou votre propre coach, ou votre propre recette, et c'est pour ça que j'ai passé déjà 30 minutes à expliquer qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans. Trouvez ce qui vous correspond, vos propres copains, ou soyez autodidacte, mais votre propre façon qui vous fait plaisir pour réussir. Et après, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, moi je vous fais 2 propositions pour aller plus loin si vous voulez les faire avec moi. La première, c'est soit le club, et là je vous partage ma méthode, et c'est plutôt du coup une expérience à cheval entre être autodidacte et c'est être dans un club en fait, c'est être dans un groupe, exposé à un contenu, il y a de la formation, etc. Sur ce club, le club, c'est le programme de transformation pour réussir dans 4 à 8 mois à faire une distance que j'ai encore jamais faite, tout en respectant mon équilibre de vie et en sachant comment m'équiper pour faire ça de façon la plus naturelle. La deuxième voie, c'est un coaching personnalisé et personnel. Ça, c'est les 2 options que je vous propose. Mais le plus important, c'est pas de bosser avec moi. Le plus important, c'est de réussir à trouver la méthode qui vous convient, qui va être sur le rythme qui vous convient pour que vous puissiez vous épanouir le jour J sur cette distance que vous avez jamais fait. Parce que pour conclure sur comment choisir ma première course pour une distance encore inconnue, pour moi, le trail est une fête. Et plus vous allez choisir le lieu, les invités, ce que vous allez faire, les activités, donc avec qui vous courez, qui est-ce qui vous accompagne, où est-ce que ce sera, dans quel massif, quel dénivelé, quel type de terrain, quel paysage, c'est tout ça qui compte et c'est les yeux avec lesquels vous allez regarder cette épreuve-là qui vont compter beaucoup plus que un dénivelé et une distance. Et encore une fois, c'est si vous avez l'envie, si vous arrivez à définir ce qu'il y a là, que du coup vous situerez le point ici, et c'est en situant le point d'arrivée ici que vous regarderez tout ce que vous ferez pendant votre préparation, et encore une fois on peut le voir ensemble si vous voulez, mais c'est tout ce que vous allez faire pendant la préparation, une fois que vous avez fixé ce point-là, comment vous allez mettre le tout en cohérence qui va faire que de 8 x 1, vous allez passer à 1 x 8 et à aller aussi loin. Donc ça, comment choisir sa course? Inscrivez-vous, fixez ce point ici, et ensuite ce sera d'autant plus simple et d'autant plus facile et naturel de réussir à construire le chemin qui y va, parce que vous le ferez depuis cette perspective-là, plutôt que de ne pas être inscrit. Troisième thème, l'ultra libre à 1 mois, et déjà vraiment un tout grand merci, comme on dit en Belgique, parce que c'est trop cool et au quotidien, et pour moi, et j'espère pour vous aussi, que la qualité de la bienveillance et des interactions, le fond comme la forme de toutes les interactions sur l'ultra libre, vous servent cet objectif de réussir à être plus épanoui et à se faire plaisir en course tout en allongeant les distances et en restant amateur. Après 1 mois aussi, merci aux premiers qui ont déjà rejoint le club et qui commencent et qui me font confiance, entre guillemets. C'est une co-construction avec eux aussi sur cette proposition de chemin pour faire cette transformation. Une fois qu'on a cet objectif-là, qu'est-ce qu'on met derrière dans sa vraie vie? Le club, ça y est lancé après 1 mois d'existence de l'Ultra Libre. Le club à l'intérieur de l'Ultra Libre. Et ça, c'est vraiment trop cool. Il continue à se renforcer. Maintenant, et à partir du mois de décembre, il y aura 1 heure de session questions-réponses disponible en replay, où l'idée c'est de balayer toutes les questions qu'il y a dans les questions du mercredi, mais même celles spécifiques aux membres du club qu'on se pose à un moment donné. Du coup c'est y répondre, et donc on prend le temps pour y répondre, 1 heure par semaine disponible en replay, en plus de ce programme de formation qui montre comment est-ce que, si je veux arriver à réussir mon ultra dans ma vie de tous les jours, comment est-ce que je peux faire, la proposition que je vous en fais. Troisième thème pour les 1 mois de l'Ultra Libre, c'est demain la question du mardi, on va dire. Elle n'est pas encore institutionnalisée, mais ce sera sur potentiellement le thème d'une conférence ou d'un webinaire. L'idée, ce serait de faire 1 heure, du coup en live, avec chacun peut se connecter.
sur un thème particulier, et demain je vous ferai des propositions de thèmes. Donc n'hésitez pas à me dire si ça peut être intéressant, ce format de 1 heure, 30 minutes on va dire de discussion de contenu, et après beaucoup de questions-réponses et d'interactions, de partage d'expérience, mais cette fois-ci en live sur un format conférence ou webinaire dont le thème sera à choisir. Est-ce que ça peut être le moyen de construire le deuxième mois et d'avancer dans la construction de l'Ultra Libre sur ce deuxième mois? C'est la proposition que je vous fais pour toujours, l'idée c'est de sortir plus informé et mieux informé sur sa pratique de l'ultra qui nous correspondent. Et puis dernière chose et quatrième thème, je voulais vous partager ça. Guillaume Millet, Ultra Trail, je le cite souvent, je trouve que c'est hyper intéressant. Et dans les notes qui sont disponibles online sur un site web de de son livre Ultra Trail, il cite une étude qui du coup a comparé l'hémolyse, donc la destruction et la quantité de destruction des globules rouges entre un marathon et un UTMB. Et donc là, l'idée de départ, c'est que il y avait déjà eu des études qui montraient que le nombre de globules rouges il diminuait après 42 km courus sur le bitume, donc sur un marathon. Dans la mesure où une cause mécanique serait incriminée, on se disait, et potentiellement c'est ça qu'il fallait tester, que forcément ça doit être pire sur un ultra où on va taper, entre guillemets, et avoir des appuis sur 160 km. Et donc pour le vérifier, c'est ce que nous dit Millet, Roback et c'est Monsieur Roback ou Madame Roback et ses compères en 2014 ont fait une étude et ils ont mesuré la masse totale de globules rouges avant et après l'UTMB, juste après et 5 jours après un UTMB, et ils ont conclu que, contrairement à ce qui se passe sur la route, aucune hémolyse, donc destruction des globules rouges significative, n'a été mise en évidence, contrairement à ce qui a été mis en évidence sur le marathon. Voilà, ça pose pour moi la question et la raison pour laquelle je vous le partage, c'est qu'on est sur des efforts qui ont apparemment comme une nature bien différente, qu'on retrouve dans des effets bien différents. Est-ce qu'il y en a un ou l'autre qui est plus protecteur que l'autre pour le corps ? Est-ce que le marathon c'est moins bon pour la santé qu'un ultra? Naturellement, et encore une fois, rien n'est binaire, c'est comme pour la question du plan d'entraînement, rien n'est binaire, mais l'idée c'est de se remettre en perspective et d'être plus conscient et d'avancer avec qu'est-ce que nous dit d'un côté la science, de l'autre côté l'expérience, et d'ailleurs comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux pour réussir efficacement une transformation dans sa propre vie. Donc voilà, la question reste entière. Qu'est-ce qui est le meilleur pour la santé entre un marathon et un UTMB? Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on ait à choisir. Rien n'est ni blanc ni noir, ni dans un sens ni dans l'autre. Juste une remise en perspective. Bonne semaine et à très vite.